Dans cette vidéo, nous abordons le premier thème économique, à savoir croissance, fluctuation et crise. Le premier chapitre s'intéresse aux sources de la croissance économique. Voici les notions. En gras, les notions obligatoires du programme de terminale et d'autres qui sont tout aussi essentielles pour aborder ce programme. Vous voyez également les prérequis de première. Assurez-vous de noter les définitions et illustrations de ces notions dans votre répertoire. Au XVIIIe siècle, la révolution industrielle en Grande-Bretagne crée une rupture fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Dès le début du XIXe, la production augmente plus vite que la population. Le niveau de vie s'élève plus ou moins vite selon les époques et les pays. Pour autant, les économistes se posent de nombreuses questions à son propos. Tout d'abord, qu'est-ce que la croissance économique? En quoi les facteurs de production sont-ils aux origines de la croissance économique? Comment le progrès technique est-il au cœur de la croissance? Et quel est le rôle des institutions et des droits de propriété dans le processus de croissance économique? Qu'est-ce que la croissance économique? Traditionnellement, la croissance économique est définie comme l'augmentation soutenue, durant une période longue, de la production d'un pays. C'est un phénomène inégal dans le temps et dans l'espace. La croissance a été inégale dans le temps. À l'échelle de l'humanité, le PIB par habitant est resté quasiment stable jusqu'au XVIIe siècle. Cela signifie que la croissance de la production était peu ou prou égale à celle de la population. Ensuite, la croissance du PIB par habitant a été spectaculaire. Il a été multiplié par 5 entre le milieu du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, et par 6,5 depuis. La croissance a été aussi inégale dans l'espace. Toutes les zones du monde n'en ont pas également profité. Ce sont l'Europe et l'Amérique du Nord, suivies plus tard par le Japon, qui ont connu la plus forte croissance au XIXe et XXe siècle, avant que les pays émergents ne connaissent à leur tour une croissance élevée. Quel est l'intérêt et les limites du PIB? Le produit intérieur brut, PIB, est un indicateur très utilisé pour mesurer l'activité économique d'une nation. En effet, cet agrégat, qui équivaut à la somme des valeurs ajoutées brutes réalisées par les agents résidents, donne donc une mesure de la valeur de la production réalisée sur un territoire. Le PIB par habitant, à condition de raisonner en parité de pouvoir d'achat et en volume, est un instrument de référence pour comparer les performances économiques entre pays ou pour souligner les évolutions de ces performances dans le temps. C'est ainsi une mesure de la croissance économique. Toutefois, cet indicateur a des limites. Ainsi, il ne mesure ni les richesses créées par les activités domestiques, ni celles réalisées de manière bénévole. Concernant les activités souterraines, elles ont été pendant longtemps non comptabilisées dans le PIB, mais devront dorénavant, au sein de l'Union européenne, être intégrées dans son calcul. La valeur des productions non marchandes, telles que l'éducation, la santé, etc., est également difficile à mesurer et établir précisément. Par ailleurs, le PIB est un indicateur approximatif du niveau de vie des populations. Ainsi, il est souhaitable de pondérer le PIB par d'autres composantes potentielles du bien-être national, telles que l'état de santé, le niveau de sécurité ou le degré d'inégalité. C'est à ce titre que l'indice de développement humain,
a été développé depuis 1990 par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit d'un indice composite qui intègre 3 dimensions dans son calcul: la santé, la longévité, le niveau d'éducation et le niveau de vie. En quoi les facteurs de production sont-ils aux origines de la croissance économique? Pour produire, une unité productive a besoin de facteurs de production, c'est-à-dire de travail et de capital. Et plus elle en utilise, plus elle est en capacité de produire une plus grande quantité de biens et ou de services. On observe une corrélation positive entre l'évolution de PIB et celle de l'emploi. Quand l'emploi augmente, la croissance est élevée, et vice-versa. Il en est de même pour l'investissement. Plus la quantité de capital utilisé est importante, plus la croissance économique sera forte. Cette corrélation est remise en question par la loi des rendements décroissants, émise par les économistes classiques. Celle-ci énonce que l'augmentation de la quantité de facteurs de production utilisés mène à une moindre efficacité de chacun des nouveaux facteurs mis en place, et qu'à terme, leur productivité additionnelle tendra vers zéro. Ainsi, la croissance économique ne peut être infinie et l'investissement, à terme, ne sera plus facteur de croissance. L'activité productive peut être formalisée par une fonction de production qui relie le niveau de production réalisé à la quantité de facteurs de production utilisés en fonction de l'état des technologies disponibles. De manière générale, on écrit la fonction de production sous la forme suivante. Q désignant les quantités produites, K et L les quantités de capital et de travail utilisées. À partir d'une telle fonction de production, il est possible de distinguer plusieurs types de croissance. La croissance extensive, qui provient principalement de l'accroissement des quantités de facteurs de production utilisés, et la croissance intensive, qui provient principalement de l'accroissement de l'efficacité des facteurs utilisés. Dans ce dernier cas, le résidu, c'est-à-dire la hausse de la quantité produite qui n'est pas explicable par l'accroissement des quantités de facteurs capital ou travail, permettra de mesurer la contribution de la productivité globale des facteurs de production à la croissance. Comment le progrès technique est-il au cœur de la croissance? La seule manière de dépasser la limite induite par la loi des rendements décroissants est de montrer que la fonction de production peut évoluer sous l'influence de l'introduction d'un progrès technique qui permet, pour un même niveau de facteurs de production utilisé, de générer un niveau de production plus élevé. Ce progrès technique a longtemps été considéré comme exogène par les économistes, c'est-à-dire extérieur au modèle utilisé. Les modèles dits de croissance endogène ont cherché à montrer que le progrès technique pouvait découler de l'activité économique elle-même et ont mis les bienfaits de l'investissement dans des activités à externalité positive et à rendement d'échelle croissant. Dans ce cadre, il n'y a plus de limite théorique à la croissance économique. Quel est le rôle des institutions et des droits de propriété dans le processus de croissance? Les institutions sont essentielles au bon fonctionnement des marchés. Elles sont constituées de l'ensemble des règles qui régissent les interactions humaines, notamment les droits de propriété. Le brevet est un exemple de droit de propriété qui vise à protéger une innovation, c'est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution à un problème technique donné.
L'entrepreneur qui dépose un brevet est le seul à pouvoir l'utiliser, ce qui l'incite à investir dans la recherche. Dès lors, comme l'innovation est une source de la croissance économique, tout cadre réglementaire qui assure le respect des droits de propriété peut favoriser la croissance. Toutes ces notions et mécanismes abordés dans ce premier chapitre sont à approfondir grâce à la leçon téléchargeable via Pronote et aux activités réalisées en classe.